Bonjour à tous et bienvenue sur Chronicles, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Star Realms, un de mes petits coups de cœur d'il y a quelques temps déjà, mais qu'on s'est dit qu'on allait vous présenter dans la team Chronicles. Donc le principe Star Realms, c'est quoi? C'est à la fois un jeu de cartes société et un jeu vidéo. En fait l'idée c'est que vous pouvez acheter en fait soit le jeu de cartes, et dans ce cas là vous achetez directement, je crois que c'est 10€, vous avez un pack pour 2 joueurs. Et vous pouvez directement commencer à jouer avec des potes, il y a les règles, il y a tout. Et si vous voulez jouer à plus de 2 joueurs, pour chaque pack que vous achetez, vous avez droit à 2 joueurs en plus. Ce qui veut dire que vous pouvez faire en soi des grosses tables, ou si vous avez plusieurs personnes qui ont un Star Realms, vous pouvez faire une grosse partie tous ensemble. Et il faut savoir qu'il y a un pack d'extension qui existe en fait, qui du coup si vous prenez le pack de base, le pack d'extension, vous avez de quoi jouer à 4 joueurs de base. Et en fait ce qui est assez sympa dans Star Realms, on va y venir en fait, c'est un jeu de draft. C'est-à-dire que en fait, tous les joueurs vont commencer avec le même paquet de base, et il va y avoir une pile d'achat, il va se passer des choses en fait, et les joueurs vont être amenés à construire leur deck au cours de la partie. Et celui qui aura le mieux drafté avec une petite part de chance, donc le mieux drafté et contrôler la chance, va terminer vainqueur. Et au final, après, c'est ah ok, très bien, t'as gagné, hop, on remballe, et on refait un nouveau draft. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'histoire de snowball, il n'y a pas d'histoire de quelqu'un qui a vachement investi d'argent et il va gagner à chaque fois. Il n'y a pas d'histoire. En fait, il y a vraiment. On peut pas trouver d'excuses. C'est du skill et du contrôle du hasard. Ce qui veut dire que vraiment, les meilleurs joueurs sur une durée longue en fait, vont avoir un taux de victoire qui est largement supérieur à celui des joueurs un peu moins bons. Et du coup, ce qui est assez en fait, sympa avec Star Realms aussi, c'est que il se prend très facilement en main et en fait, il n'y a pas d'impression de se faire vraiment défoncer. Donc souvent, on peut. Moi, j'ai initié un pote récemment. Hop, on a fait 3 parties. J'ai gagné 2-1. Je gagne ma première partie, deuxième partie, hop, il remonte et il la gagne. Et troisième partie, je regagne. On a fait ça en étant au bar avec une bière. Et super sympa comme expérience, comme première expérience pour lui comme pour moi. Assez cool quoi. Donc forcément le jeu de base physique va être ce que vous allez préférer si vous aimez l'expérience de jouer avec les cartes vraiment dans la main, et du coup aller voir vos potes, sortir ça au bar ou quoi que ce soit du genre. Mais il faut savoir qu'il y a une version digitale qui est... il y a un système de compte unique en fait, ça c'est assez pratique. Du coup vous pouvez avoir le jeu sur votre téléphone, sur votre PC, via Steam, etc. Il y a une version gratuite et vous pouvez upgrader en fait vers la version complète. Donc vous pouvez tester le jeu gratuitement et vous pouvez ensuite, si ça vous plaît, acheter du coup le jeu de base. Et ensuite il y a un système de... On va aller dans le store en fait. Il y a un certain nombre d'éléments. Donc moi j'ai déjà la version complète, j'ai déjà l'extension Gambit. Il y a ensuite une extension base des battleships. Des événements, des héros, fleece, machin, etc., Colony Wars, etc. J'ai quasiment tout en fait en version papier, mais au final, il se trouve que vraiment, autant je vous conseille la version de base qui est géniale, autant le reste, pas forcément. Après, vous pouvez upgrader, genre là, pour 2$, vous améliorez ça et vous avez 7 nouveaux épisodes de campagne. Et c'est ça l'autre avantage en fait de la partie digitale, c'est qu'il y a tout un mode aventure avec des défis. Un petit peu comme Hearthstone en fait, avec les différents défis qu'il faut arriver à faire. Donc dans la partie campagne en fait, non. Voilà, vous avez... alors je les ai pas de débloquer là. Voilà, je crois que c'est ça, du coup c'est un que j'ai pas encore acheté. Donc il y a plein de campagnes que je peux encore acheter si je veux aller plus loin. Et le principe ensuite c'est que... donc ça c'est pas mal en fait pour découvrir le jeu. Vous avez un mode normal et un mode difficile. Et vous allez avoir des achievements à débloquer, une petite histoire sur une bataille planétaire, etc. Et des petits modificateurs. Donc là forcément votre première mission, il n'y a pas de modificateur. Et au fur et à mesure en fait du jeu, vous allez avoir des différences. Donc pas les mêmes points de vie pour vous et votre adversaire qui commence avec un bonus, ou il y a un modificateur général, genre vous avez tous plus de thunes ou des trucs du genre. Du coup il va y avoir une campagne qui est un peu sympa. Maintenant on va passer plus aux règles, parce que depuis tout à l'heure je vous parle du jeu mais je vous explique pas grand chose. Alors donc je vais mettre que le core 7 pour commencer.
Et on va jouer contre une IA en mode difficile, mais c'est juste pour histoire que vous ayez un petit peu le contexte. Donc ça c'est un peu l'espace de jeu tel qu'il est tout le temps. Le principe, donc il y a mon adversaire qui est l'IA en mode difficile à 50 points de vie, moi qui ai 50 points de vie. Là j'ai mes 3 cartes en main, c'est mon tour. Du coup je commence en fait avec dans mon deck 3 scouts et plus 5, 8 du coup scouts en tout et 2 vipers. Les scouts me donnent du coup en jaune des thunes, des pièces d'or si vous voulez un petit peu l'analogie, et en rouge en cible, donc il y a un double codage qui est assez intéressant pour des raisons d'ergonomie. Vous allez avoir les dégâts. Le double codage c'est intéressant parce que même si quelqu'un est daltonien ou a des problèmes de vision des couleurs quel qu'il soit en fait, il n'aura pas de problème à comprendre le symbole parce qu'il y a à la fois, hop ça c'est une pièce jaune, ça c'est une cible rouge. Vous allez avoir des gains de points de vie qui sont un bouclier vert. Tout le reste c'est expliqué en fait. Et il y a des symboles de faction mais pareil qui sont très différents. Donc il y a la faction bleue, la fédération du commerce qui sont comme ça. Il va y avoir ensuite le culte des machines en rouge, les blobs en vert et l'empire des étoiles en jaune. Les thunes du coup, donc le principe c'est qu'à chaque tour on joue toute notre main. Le premier joueur n'a que 3 cartes et ensuite tout le monde a tout le temps 5 cartes. Donc ça compense le fait que le premier joueur va être le premier à pouvoir acheter dans la ligne d'achat. Donc là je fais jouer toutes mes cartes. Je gagne 3 de thunes qui sont comptabilisées ici. Donc j'ai toujours un compteur de mes thunes et mes dégâts. Et maintenant je peux faire un choix dans la ligne d'achat. Donc il y a 5 cartes qui sont ici qui vont constamment varier. Des explorers qui eux en fait ils sont toujours disponibles et c'est une mécanique de compensation, c'est à dire que parfois toutes les cartes du milieu vont être comme ça, des cartes qui coûtent 6, 7 et même avec une main de 5 vous avez au maximum 5 de thunes, vous ne pourrez pas les acheter et vous pourriez être bloqué en fait. Donc il y a l'explorer qui est une petite carte du coup qui va faire que en fait quand vous la jouez vous obtenez 2 de thunes au lieu d'un et elle a en fait une problématique qu'on peut avoir, c'est de prendre plein de cartes qui nous font des thunes dans notre deck. Mais du coup, on colle jamais de dégâts à notre adversaire, on perd la partie. Donc ce qui est pas mal avec l'Explorer en fait, c'est qu'il donne des thunes et il a une mécanique du coup qu'on appelle le scrap en fait, qui est qu'on retire la carte de la partie, donc on fait le symbole de la poubelle, on la vire du jeu, on la remet dans sa pile d'Explorer et on colle 2 dégâts à notre adversaire. Donc en fait, ce qui est assez bien avec ça, c'est que en début de partie, si on a un problème pour construire notre économie, on prend des Explorers. Et ça nous handicapera pas en fin de partie. C'est-à-dire que quand on va vouloir transitionner vers la victoire, vers les dégâts sur notre adversaire, on va pouvoir les retirer de notre deck et faire des dégâts. Donc c'est des cartes qui rentrent assez bien dans cette mécanique-là de pouvoir compenser une ligne d'achat qui n'est pas très avantageuse. Donc là c'est pas mon cas, j'ai 3 thunes et j'ai plein de choix de trucs à acheter. Et je vais avoir le choix notamment du coup entre 4 factions qui ont des forces et faiblesses différentes. Les rouges, généralement, vont avoir beaucoup de mécaniques justement de scrap qui vont nous aider en fait à amincir notre deck, à retirer des cartes moins fortes comme les scouts et les vipers qui sont pas très bonnes, qui sont les moins bonnes cartes du jeu en fait, littéralement, pour piocher plus souvent des bonnes cartes. Donc les cartes rouges sont très intéressantes en début de partie. Pourquoi en début de partie? Parce que de mémoire, en fait, en moyenne, on va mélanger 5-6 fois notre deck au cours de la partie. En fait, quand on n'a plus de cartes dans notre deck et qu'on devrait piocher, on remélange. Notre défaut, c'est notre deck. Et ça va arriver 5 à 6 fois par partie. Ce qui veut dire que si vous prenez une carte, vous achetez une carte qui vous permet quand vous la jouez, de retirer une carte de votre deck de la partie. Quand vous l'achetez, elle va dans votre défausse. Ce qui veut dire que c'est au prochain mélange que vous allez pouvoir la piocher. Vous la piochez, vous la jouez, vous retirez une carte de la partie. Vous avez retiré une carte, donc vous avez fait du 1 pour 1. C'est-à-dire que vous avez ajouté une carte et vous en avez retiré une. Du coup, idéalement, en fait, il faudrait que vous puissiez retirer au moins 2 cartes et mélanger votre paquet pour que ça ait un impact sur la partie. En tout cas, que vous soyez dans le positif sur le nombre de cartes que vous avez ajoutées et retirées. Ce qui veut dire que passer le deuxième mélange, au mieux, une carte de scrap va vous retirer 2 cartes de votre deck. Donc elle commence à plus être très intéressante. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et en fait, tout le principe du jeu va être basé autour de ça. C'est que vous allez constamment vous dire « Ah, est-ce que j'ai besoin de ça maintenant ou pas ?» Et suivant si vous êtes en début de partie ou en fin de partie sur une faction ou une autre, vous allez avoir constamment des choix différents. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que toutes les cartes sont bonnes.
dans les bonnes conditions. Et une grande partie de la prise de décision à Star Realms, c'est d'arriver à reconnaître quelles sont les bonnes conditions. Donc voilà, les rouges, essentiellement, ils font des dégâts et ils retirent des cartes de la partie. Les bleus, ils font gagner des points de vie et ils filent des thunes. Les bleus, ils font du turtle, comme on appelle dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que c'est eux qui vont essayer de viser la fin de partie, qui vont essayer de gagner du temps. Donc c'est assez intéressant de prendre les bleus si vous, par exemple, si vous ne voyez pas de carte agressive, vous pouvez vous dire, il n'y a aucun moyen de jouer agressif, très bien, je vais jouer la fin de partie, je vais essayer d'avoir une meilleure fin de partie que mon adversaire, donc vous allez partir bleu. Les bleus se combinent assez bien avec des bases, donc notamment l'Embassy Yacht. Si on a 2 bases ou plus en jeu quand on le joue, on va piocher 2 cartes. Donc et mine de rien, piocher 2 cartes, c'est un gros impact dans Star Realms. Donc voilà, les bleus, c'est plus pour la jouer late game. Vous allez le prendre quand vous voyez qu'il n'y a rien d'agressif et que du coup il y a la possibilité que le joueur qui joue le plus le late gagne la partie. Ou vous allez parfois le prendre quand votre adversaire vous coupe toutes les cartes agressives, que vous voyez que lui il part extrêmement agressif et vous ne trouvez pas de quoi vous être plus agressif que lui. Dans ce cas là, ça veut dire qu'il faut gagner du temps, il faut trouver soit des cartes de gain de points de vie, soit des bases. Alors les bases, en fait, il y a 2 types de cartes. Il y a celles qui sont du coup à la verticale, qui sont les vaisseaux. On les joue, ils font leur effet, ils s'en vont. Et on a les bases qui sont à l'horizontale. Et elles, en fait, elles ont une valeur de défense. On les joue, elles restent. Il y a les outposts qui sont en noir où il y a marqué outpost, donc les avant-postes qui sont à vos frontières en fait. Et donc votre adversaire doit d'abord détruire vos avant-postes avant de pouvoir toucher vos points de vie ou vos autres bases. Donc qui sont intéressantes justement en défense. Et il y a les cartes avec un fond gris, il n'y en a pas ici, mais qui du coup sont des bases normales où on peut les ignorer, mais souvent on évite d'ignorer les bases parce qu'elles filent un avantage au fur et à mesure de la partie. Donc là, la Battle Station, elle ne sert qu'à la défense parce qu'elle n'a pas de pouvoir à tous les tours. Il y a des bases qui ont des pouvoirs, la plupart des bases en fait, ont un pouvoir qui s'active à chaque tour. Et c'est très très fort, c'est-à-dire que si votre adversaire n'arrive pas à tomber vos bases, à vous les casser, vous allez prendre l'avantage assez rapidement. Celle-là en fait elle sert purement à avoir 5 de défense et elle peut se retirer de notre deck pour coller 5 dégâts. Donc elle nous handicape pas pour la fin de la partie, mais en début de partie elle permet pas mal d'encaisser. Et éventuellement justement si vous voyez que votre adversaire part très agressif, ça veut dire que constamment vous allez jouer votre base, il la casse, ok, va dans votre défausse et votre défausse vous allez à un certain moment la remélanger à votre deck, donc repêcher votre base et pouvoir encaisser 5 de dégâts. Et en l'occurrence c'est un avant-poste, c'est à dire que à chaque fois que votre adversaire prendra sa main et aura moins de 5 dégâts en main, il ne sera pas capable de surmonter l'avant-poste et il fera 0 dégâts. C'est pas comme à Hearthstone où les dégâts sont gardés sur les cartes. Là les dégâts s'en vont, sont pas stockés, tu peux pas mettre moins que les 5 dégâts pour tomber à la base. Donc c'est un peu plus comme un Magic, tu fais 3 dégâts dessus, ça n'a aucun impact. Voilà, donc là on va pouvoir faire notre premier choix. Et donc ah oui pardon, j'avais commencé les classes aussi. Les blobs, eux ils sont spécialisés dans les dégâts et dans la pioche de cartes. Et les Star Empire ils sont spécialisés du coup dans les dégâts et la défausse. Ils font défausser l'adversaire. Et les blobs et en fait à peu près tout est agressif, mais surtout les blobs et les Star Empire, et sauf les Trade Federation qui stall. Donc disons que les rouges sont dans la moyenne, les verts et les jaunes sont très agressifs et les bleus sont très défensifs. Voilà. Ensuite, une petite subtilité, c'est que en fait c'est assez intéressant de prendre toujours une même faction ou de se concentrer sur une ou deux factions. Et souvent quand on débute, il vaut mieux choisir une faction et s'y tenir. Et avec le temps, on peut passer à 2 factions. Et ça arrive apparemment que les meilleurs joueurs prennent 3 factions. En tout cas, 3 factions principales. Parce que ça arrive régulièrement par contre de s'écarter un chouïa pour prendre une carte qui est de très bonne qualité. Notamment les cartes qui s'auto-remplacent. Le Survey Ship il est gratuit parce que vous le jouez, vous piochez une carte. Donc il vous a pas coûté une carte dans votre main en termes de nombre de cartes de couleurs pas intéressantes. Donc là pour ce premier choix, j'ai le choix entre ces 4 cartes là que je peux prendre. Le Blob Fighter est pas très intéressant parce que j'ai pas de carte verte et qu'il ne fait que 3 dégâts. Généralement c'est à partir de 5 dégâts on va dire qu'une carte commence à vraiment avoir du punch. Notamment parce qu'à 5 dégâts on tombe la plupart des bases. Donc 5 dégâts c'est vraiment intéressant.
Là 5-6 c'est vraiment la bonne valeur, c'est les cartes qu'on vise pour aller faire du dégât à notre adversaire. Un Blob Fighter c'est pas très intéressant parce que ça passe pas grand chose, ça fait pas énormément de dégâts, ça s'auto-remplace pas à moins qu'on ait beaucoup de verts. Donc généralement on le prend que quand on est en train de partir très vert. La Battle Station, ce serait intéressant si je voyais que mon adversaire partait agressif, mais là je vois rien pour partir agressif. Et le Survey Ship, il a pas un impact énorme. Par contre le Embassy Yacht, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je commence à accumuler des bases, il va avoir un très fort impact et au pire des cas, il me file 3 points de vie, 2 de thunes. Et sur un starter qui est pas du tout agressif, c'est assez intéressant de me dire tiens, je vais partir late game. Donc je vais partir sur le Embassy Yacht. Et là, du coup, je termine mon tour. Automatiquement, du coup, il remplace ma main et vu que c'est le bot, il va pouvoir directement lui faire jouer. Donc là, il avait 5 de thunes, il a pu prendre la base à 3 et l'Explorer. Donc là, à chaque fois, en fait, c'est la même mécanique, c'est-à-dire que je joue toutes mes cartes. Parfois, il y a une petite subtilité sur l'ordre, notamment quand on veut piocher, parce que le remélange, en fait, va avoir un impact. On va peut-être se dire tiens, j'achète ça avant de remélanger, comme ça maintenant je joue ma carte qui pioche et la carte que je viens d'acheter va être remélangée dans les cartes que je peux piocher, donc en termes de statistiques je suis meilleur. Donc il y a des petites subtilités comme ça, mais l'essentiel du temps ça se résume à hop, je fais jouer toutes mes cartes et ensuite j'avise ce que je fais. Donc là le Blob Fighter est toujours pas intéressant. Par contre là j'ai un vrai choix qui est soit je prends 2 Explorers pour atteindre plus facilement les 6-8 points d'achat et pouvoir acheter le Missile Mech et le Blob World qui sont ici, qui vont commencer à s'accumuler. Soit je me dis je profite de cette frégate qui a 4, ce qui n'est pas négligeable et qui en fait fait en plus défausser. Donc elle a l'un des meilleurs rapports qualité-prix du jeu en termes d'agression. Et moi j'ai tendance à privilégier du coup la frégate, tout simplement parce que en fait arriver à saisir l'opportunité de passer dans l'agression, c'est assez important. Et ça m'est arrivé régulièrement de perdre des parties parce que j'avais pas su saisir les opportunités de prendre les cartes agressives. Donc maintenant, j'ai tendance à sécuriser les cartes agressives quand je les vois. Et là, il me reste 1 de dégâts, donc je vais pouvoir le coller sur mon adversaire. Donc vous voyez, c'est assez simple sur la prise en main. Et en digital, c'est aussi très simple parce que tout comme Hearthstone, en fait, je vais mettre mon doigt sur le scout et je vais swiper vers le haut. Pour l'emmener en fait sur ma zone ici de cartes jouées. Donc voilà, c'est très facile de prendre en main les mécaniques de base. Là j'ai 4, je veux toujours pas le Blob Fighter. Le Survey Ship est intéressant pour ma frégate pour activer du coup son effet ici. Ce qui ferait 6 dégâts, ce qui est un peu plus intéressant. Mais ça me fait qu'un de thunes de plus, l'équivalent d'un Explorer, alors que là je pourrais profiter de mes 4 de thunes pour prendre 2 Explorers. Donc c'est plutôt ça que je vais faire. Parce que j'ai 3 cartes qui coûtent beaucoup de thunes et que là il va y avoir une course à la monétisation. Il va falloir être le premier à atteindre beaucoup de thunes. Alors je dis ça, mais le Blob Destroyer c'est une des cartes les plus agressives du jeu qui fait 6 pour seulement 4 de thunes et je vais la sécuriser. Je prends toujours pas le blob parce que, encore une fois, j'ai qu'une seule carte verte et que c'est pas ouf. Là j'ai un 5 de thunes, ce qui est un peu dommage vu que ça va pas être assez pour aller sécuriser une des grosses cartes. Kukari, je peux tout jouer, mais la question qui va se poser maintenant, je pourrais en fait scraper ma frégate pour piocher une carte et essayer d'atteindre les 6 et pouvoir sécuriser l'un de ces deux là. Mais si je tombe sur l'une de ces 3 cartes, ça passe pas. Donc j'ai quand même une chance sur 3-4. J'ai 6 cartes et 3 cartes. Pardon, j'ai 12 cartes et du coup, c'est une chance sur 4 que ça foire et que j'ai perdu une bonne carte. Donc je vais éviter de prendre ce risque. Je vais continuer ma course à la prise de thunes et je vais répartir mes dégâts et passer mon tour. Donc là, c'est assez intéressant parce que j'ai 6. Donc je vais pouvoir tout jouer et j'ai le choix du coup entre ces deux là. Celle-là elle est pas mal parce qu'elle casse une base et que je vois que mon adversaire a pris une base. Mais celle-là elle me fait piocher une carte, donc elle s'auto-remplace immédiatement. Elle se combine avec mon autre carte jaune et si je mets les deux justement je fais défausser une carte en plus. Donc, je vais partir sur le cruiser justement parce que essayer de... Mince, du coup j'ai essayé de coller des dégâts mais je peux pas parce que j'ai la outpost. Donc je termine mon tour. Je vais essayer de privilégier en fait le fait de rester parmi les couleurs que j'ai déjà. Donc là je joue tout, je peux casser la base et répartir ses dégâts. Une base c'est assez gratuit à prendre parce que ça va rester en fait sur le côté et ça va pas venir polluer notre pioche à moins que notre me la casse, mais dans ce cas là j'ai quand même économisé 5 points de vie. Donc c'est assez intéressant de prendre les bases quoi qu'il arrive.
Là j'ai révélé le RAM qui est l'un des autres meilleurs rapports qualité-prix du jeu. Et qui est très intéressant parce que il peut coller 5, 7 si je suis en full blob. Et si je vois une grosse carte arriver comme le command ship, je peux le scraper pour choper 3 de thunes. Donc c'est pour ça que le RAM, c'est vraiment une de mes cartes préférées dans ce jeu-là. C'est très agressif, ça tombe la plupart des bases. Et ça peut vraiment se sacrifier pour sécuriser l'une des meilleures cartes du jeu, notamment le command ship. Pour moi, il y a 2 cartes qui sont déséquilibrées dans ce jeu. Qui sont le command ship et l'autre carte à 8 en rouge dont j'ai oublié le nom. Mais je suis ok avec toutes les autres cartes qui me paraissent tout à fait balancées, intéressantes dans plein de situations. Par contre, pour moi, le snowball qu'on a sur le command ship et sur l'autre carte en rouge sont trop grands. Le snowball, c'est-à-dire qu'il y a un effet boule de neige quand on l'a chopé. C'est tellement fort, ça nous aide tellement à... On gagne des points de vie, on pioche des cartes, on colle des dégâts, ça nous aide tellement à résoudre tout ce qu'on va faire dans le jeu. C'est-à-dire qu'on est à moins de chances d'être tué, on pète toutes les bases adverses, on lui colle plus de dégâts, on pioche des cartes qui vont du coup autant remplacer notre... command ship, nous filer plus de thunes, de dégâts, enfin l'impact que ça a sur une partie est tellement fort que pour moi ils devraient rework cette carte là. Mais ils l'ont pas fait et ça se trouve, eux qui ont les stats du jeu sous les yeux se rendent compte qu'elle n'est pas si puissante que ça. Ah oui, en plus, combinée à une bleue, elle détruit une base. Enfin voilà, c'est la totale. Alors, mon adversaire du coup a 4, 5, 6 de thunes. Il avait déjà, si je ne me trompe pas... Hop. Donc on peut consulter tout le temps, alors c'est aussi l'avantage de la version digitale, on peut constamment consulter notre deck et le deck en face, par contre c'est pas dans l'ordre. Donc on ne sait pas dans quel ordre il va piocher quelle carte, mais ça nous donne des indications. Donc là je sais qu'il est parti très rouge et qu'il a sécurisé la carte à 6. Je sais aussi que du coup il a une carte de scrap, donc le trade bot qui lui permet de retirer une carte, de retirer la partie d'une carte de sa défausse ou de sa main. Donc ça a un petit coup sur le moment, qui est que la carte on ne fera pas son effet ce tour-ci, mais plus tard ça aura l'effet qu'on ne pioche plus cette carte là, donc on n'est plus pollué par cette carte là de moins bonne force. Et c'est à ça que ça sert du coup, on les prend en début de partie, parce qu'en fin de partie autant pas se polluer avec un trade bot qui ne fait pas mieux qu'un scout au final, puisque tout ce que ça fait c'est faire un de thune. Donc là je vais pouvoir commencer par le battle cruiser pour voir ce qui sort. J'ai rien qui nécessite de jouer dans un ordre particulier, donc maintenant je peux dire play all. Il y a des joueurs qui préconisent de ne jamais faire play all pour s'habituer en fait à choisir l'ordre et pas risquer un jour par automatisme de dire play all et là se rendre compte ah mon dieu il y avait un truc à jouer dans cet ordre là, j'ai mal joué et de perdre la partie. Donc il y a beaucoup de joueurs qui s'entraînent en fait à le faire dans un certain ordre. Là je peux passer à 7 en virant ma blob wheel, en la scrapant. Mais j'ai rien à 7 en très intéressant, donc je vais partir sur le RAM qui est, comme je l'ai dit, une de mes cartes préférées avec un super rapport qualité-prix. Et maintenant, en fait, j'ai la question qui se pose de retirer de la partie la Blob Wheel, éventuellement pour choper le Patrol Mech, qui me file en fait le choix entre du 3 ou du 5, en thune ou en dégâts, qui, combiné à du rouge, me permet de scrap, mais là ça risque pas d'arriver vu que j'ai pas de rouge. Mais en fait, c'est une meilleure carte que le Blob Wheel, et ça me permet de le couper à mon adversaire. Donc ça peut être assez intéressant, mais en fait je pense que je vais plutôt miser sur le fait qu'avec un peu de chance il n'a pas son missile mech en main, ce qui veut dire qu'il va pas pouvoir péter ma base, donc à mon prochain tour je vais piocher suffisamment pour avoir 5 de thunes en main, 3 via la blob wheel et sécuriser le command ship et avoir une sortie débile. Donc c'est ça que je vais essayer de faire. Là je colle mes dégâts et je termine mon tour. Une petite subtilité avant. Là, je commence à avoir sécurisé des cartes chères et on va commencer à arriver au stade où j'ai collé pas mal de dégâts et j'ai un paquet assez agressif. Donc assez rapidement, je vais vouloir commencer à retirer mes explorers du jeu. Pas encore, mais je pense d'ici mon prochain mélange, je vais le faire. L'idée étant que une fois que je commence à vouloir tuer, je vais vouloir piocher que des cartes qui tuent. Alors là, j'ai totalement réussi mon pari, vu que j'ai 6 en main. Je peux retirer ça de la partie, récupérer le command ship, jouer ça, j'ai 5 de dégâts, je peux péter ça, mettre ça, et là j'ai 1 en rab, qui est pas très intéressant, vu que je veux toujours pas le blob fighter, parce que je n'ai toujours pratiquement pas de blob, j'en ai que 2. Et je termine mon tour. Du coup c'était un très bon pari, j'ai pu récupérer la meilleure carte du jeu selon moi. Donc lui il continue à partir vraiment très rouge, c'est-à-dire qu'il va multiplier les moments où il me fait des combos, c'est-à-dire qu'il active les capacités supplémentaires et ça peut faire très mal. Il a un deck à thème qui est beaucoup plus restreint que moi, il est très focalisé sur le rouge donc il va plus souvent choper ses combos et me faire plus mal. Mais j'ai chopé des cartes de meilleure qualité individuelle et ça compte aussi. Donc là je vais pouvoir jouer toutes les cartes ici.
Je pense que je vais prendre le Survey Ship qui s'auto-remplace, qui du coup ne pollue pas mon deck. Et à ce stade, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre quelque chose? Je pense que je vais prendre un Explorer, que je vais pas prendre un blob pour pas polluer mon jeu à ce stade. Et comme ça, au prochain mélange, je vais pouvoir commencer à retirer mes Explorers de la partie. Donc là, il a chopé un de ses combos, donc il me colle quand même 9 dégâts, c'est pas rien. Alors, lui, il a choisi de prendre un blob, ce qui est assez étonnant parce que, ouais, c'est ça, c'est son seul blob. Donc, probablement, il devait se dire que j'en ai deux et il voulait me le couper. Ou alors, c'est une IA et il est con, ce qui peut aussi arriver. Moi, j'ai 6, je peux prendre un Battle Blob. Je peux scraper mon Explorer maintenant qu'on commence vers la fin de la partie, que je pense que je vais le tuer dans ce coup de paquet là ou le suivant. Donc là il est à 24, donc je pense qu'avec ses bases ça va me prendre un mélange de plus de le finir. Mais ça se trouve j'ai été un petit peu lent sur la transition à virer mes Explorers. Donc l'avenir nous le dira. Battle Cruiser, je vois ce que je pioche. Du coup là je peux tout jouer en fait. Et j'ai 16 points de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Et... ouais, à ce stade, je vais le tuer. Donc, en fait, je vais pouvoir scraper ma Battle Station pour commencer à maximiser mes dégâts. Hop. On va partir là-dessus. Je vais pas encore scraper l'autre. Je la joue hyper agressif et on verra si ça plaît. Hop, donc là, il est à 1 point de vie. On est bien. J'ai rien envie d'acheter là parce qu'en fait, tout me file des thunes ou des points de vie, mais pas des dégâts. Et là, à ce stade, je ne veux que des dégâts. Et là, probablement, ce tour-ci, je le tue parce que j'ai mon command chip. Donc au final, j'ai même été un peu conservateur sur mes Explorers. Hop, je joue mon command chip. Et je le tue. Donc voilà, ça c'était une partie contre les bots en mode difficile. Et du coup ça va être déjà une bonne introduction je pense aux mécaniques principales du jeu. Et je vous laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des demandes, des besoins de précision ou quoi que ce soit. Et on se retrouve pour la prochaine sur une partie classée de Star Realms. En attendant, salut à tous et à bientôt.